Imaginez la scène. Vous entrez dans un supermarché avec une liste précise. Du lait, du pain, peut-être quelques légumes. Vous en ressortez 30 minutes plus tard avec un sac rempli de choses que vous n'aviez pas prévues. Une promotion sur des biscuits, un article en tête de gondole, une boisson que vous n'aviez pas envie de boire ce matin. Et en rentrant chez vous, vous vous posez la même question que la semaine dernière et celle d'avant. Comment j'ai encore fait ça? Ce n'est pas un manque de discipline. Ce n'est pas non plus une question de volonté insuffisante. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus silencieux. C'est la façon dont votre cerveau fonctionne et dont ce fonctionnement est exploité chaque jour, à chaque coin de rue, à chaque notification sur votre téléphone. Aujourd'hui, on ne va pas parler de budget, on ne va pas parler de tableaux Excel ni de règles rigides. On va parler de quelque chose que personne ne vous a vraiment expliqué. La mécanique invisible qui vous fait dépenser avant même que vous ayez eu le temps de réfléchir. Le cerveau humain est une machine extraordinaire. Il traite des milliers d'informations par seconde. Il anticipe, il protège, il adapte. Mais il a aussi un défaut fondamental, ou plutôt une caractéristique qui, dans le monde moderne, se retourne contre nous. Il cherche en permanence la récompense immédiate. Ce mécanisme a un nom dans les neurosciences, le système de récompense dopaminergique. La dopamine est ce neurotransmetteur qui vous donne cette sensation de plaisir, d'anticipation, d'excitation. Et voici ce que peu de gens savent. La dopamine est libérée non pas au moment où vous obtenez quelque chose, mais au moment où vous anticipez l'obtenir. C'est pour ça que faire défiler des produits sur une application de shopping, même sans acheter, procure déjà une satisfaction. C'est pour ça que mettre un article dans le panier virtuel, sans finaliser l'achat, génère déjà une légère euphorie. Votre cerveau a déjà commencé à se récompenser. Et les entreprises le savent. Depuis des décennies, des équipes entières de psychologues, de neuroscientifiques, de designers comportementaux travaillent sur une seule question. Comment déclencher cette libération de dopamine le plus tôt possible, le plus souvent possible, avec le moins de résistance possible? Les couleurs des boutiques, la musique de fond, les lumières des centres commerciaux, les notifications de vente flash, les compteurs qui indiquent plus que 2 articles en stock. Rien de tout cela n'est accidentel. Tout est conçu pour court-circuiter votre raisonnement conscient et activer votre système de récompense avant que votre cerveau préfrontal, celui qui pense, calcule et décide, ait eu le temps d'intervenir. On a tous une image de nous-mêmes comme des décideurs rationnels. On aime croire qu'on achète parce qu'on a besoin, qu'on choisit parce qu'on a comparé, qu'on dépense parce qu'on a réfléchi. Mais les recherches en économie comportementale racontent une autre histoire. L'économiste Dan Ariely, dans ses travaux sur l'irrationalité prévisible, a montré que la plupart de nos décisions financières sont prises en dehors de la logique pure. On est influencé par le contexte, par l'émotion du moment, par ce qu'on a vu 5 minutes avant, par notre état de fatigue, par notre faim. 2 personnes identiques, avec les mêmes revenus et les mêmes objectifs, peuvent prendre des décisions financières radicalement différentes selon l'heure de la journée ou leur humeur au moment de l'achat. Ce phénomène s'appelle le biais du présent. Notre cerveau surestime systématiquement la valeur de ce qui est là, maintenant, immédiat, et sous-estime la valeur de ce qui est futur, abstrait, lointain. Économiser pour dans 10 ans, c'est flou. Acheter ce produit en promotion aujourd'hui, c'est concret, c'est tangible, c'est maintenant. Et c'est précisément là que l'autosabotage financier commence, pas dans une mauvaise intention, pas dans un manque d'intelligence, mais dans une asymétrie fondamentale entre la façon dont notre cerveau est câblé et la façon dont le monde de la consommation est construit. Il existe plusieurs déclencheurs classiques de l'achat impulsif et les reconnaître est déjà un acte de lucidité. Le premier, c'est l'émotion négative, le stress, l'ennui, la tristesse, la frustration. Tous ces états émotionnels désagréables déclenchent un besoin de soulagement rapide. Et consommer est l'un des soulagements les plus accessibles, les plus socialement acceptés et les plus immédiatement disponibles. On appelle ça le retail therapy, la thérapie par l'achat. Mais ce n'est pas une thérapie, c'est un analgésique temporaire qui laisse une facture permanente. Le deuxième déclencheur, c'est la comparaison sociale. Voir quelqu'un que vous admirez porter quelque chose, voyager quelque part, utiliser un produit. Cela crée un sentiment de manque là où il n'y en avait pas une seconde avant.
Les réseaux sociaux ont multiplié ce mécanisme par 1000. Vous n'avez plus besoin de croiser vos voisins pour vous comparer à eux. Vous vous comparez en permanence à des centaines de personnes, souvent des inconnus, souvent des vies mises en scène. Le troisième déclencheur, c'est l'illusion de l'économie, la promotion, le solde, le édition limitée. Ces mots activent une peur primaire, la peur de manquer une opportunité. En anglais, on appelle ça le FOMO, Fear of Missing Out. Et cette peur est si puissante qu'elle transforme une dépense en fausse nécessité. On n'achète pas parce qu'on a besoin, on achète pour ne pas rater. Si vous voulez comprendre à quel point ce phénomène est ancré dans votre vie quotidienne, faites un seul exercice cette semaine. Pendant 7 jours, avant chaque achat non planifié, posez-vous une question simple. Est-ce que j'avais envie de ça ce matin en me réveillant? Pas hier, pas la semaine dernière. Ce matin, en ouvrant les yeux. Si la réponse est non, vous êtes face à un achat déclenché par quelque chose de l'extérieur. Une image, une promotion, une notification, l'environnement. Ce n'est pas vous qui avez décidé. C'est votre cerveau qui a réagi. Ce n'est pas un jugement. C'est une observation. Et cette observation est la première étape de quelque chose d'important. Il y a une croyance très répandue qui dit que les gens qui font des achats impulsifs sont irresponsables, immatures ou simplement mauvais gestionnaires. Cette croyance est fausse et elle est dangereuse parce qu'elle transforme un problème systémique en faute personnelle. L'achat impulsif n'est pas un défaut de caractère. C'est une réponse normale d'un cerveau normal à un environnement qui a été conçu pour le provoquer. Vous ne battez pas un algorithme développé par des ingénieurs pendant des années avec de la simple volonté. Ce n'est pas une question de force mentale. C'est une question de compréhension du système dans lequel vous évoluez. La deuxième croyance fausse, c'est que si vous gagnez plus, le problème disparaît, que les achats impulsifs sont un problème de pauvreté, que la solution est une meilleure paix. Mais les données disent le contraire. Des études montrent que les habitudes de consommation impulsive s'adaptent aux revenus. Quand on gagne plus, on dépense plus, souvent de façon tout aussi irréfléchie, juste à une plus grande échelle. Ce n'est pas le montant qui change le comportement, c'est la conscience. Et la troisième croyance, peut-être la plus subtile, c'est que ça ne concerne pas grand-chose, que ces petits achats non planifiés sont anodins, insignifiants, qu'ils ne méritent pas d'attention. Mais quand on additionne les cafés pris en passant, les applications téléchargées puis oubliées, les vêtements achetés en promotion et jamais portés, les gadgets commandés à minuit, on réalise souvent que ce « rien du tout » représente une partie significative du budget mensuel, parfois plus que ce qu'on croit mettre de côté. Si vous pensez au contenu qui vous parle vraiment de finances, de décisions conscientes, de lucidité sur l'argent, c'est peut-être parce que vous sentez qu'il y a quelque chose à comprendre que personne ne vous a expliqué clairement. Esprit de valeur existe pour ça, pas pour vous vendre une méthode, pour penser avec vous. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est de créer de la friction. La friction, c'est le temps et l'effort qu'il faut mettre entre l'impulsion et l'achat. Supprimez les cartes bancaires enregistrées sur les sites de shopping. Désactivez les paiements en un clic. Videz votre panier avant de fermer l'application. Ces micro-obstacles ne vous empêcheront pas d'acheter ce dont vous avez vraiment envie, mais ils élimineront une grande partie de ce que vous n'aviez pas vraiment décidé. La deuxième chose, c'est d'instituer une règle de délai. Tout achat non planifié au-dessus d'un certain montant, vous choisissez le seuil. Attends 48 heures. C'est tout. Pas un tableau, pas une analyse. Juste 48 heures. Vous seriez surpris de constater combien d'envies disparaissent d'elles-mêmes dans cet intervalle. Ce qui semblait urgent le soir ne semble plus nécessaire le surlendemain matin. La troisième chose, c'est d'identifier vos déclencheurs personnels. Est-ce que vous dépensez plus quand vous êtes stressé, quand vous êtes fatigué, après avoir passé du temps sur les réseaux sociaux, quand vous avez faim? La réponse est différente pour chacun, mais elle existe pour tout le monde. Tenir un simple journal de vos achats impulsifs pendant 1 mois, avec la note émotionnelle du moment, révèle des patterns que vous ne soupçonnez peut-être pas. La quatrième chose, c'est de remplacer, pas de supprimer. Le cerveau n'aime pas le vide. Si l'achat impulsif sert à gérer le stress, supprimer l'achat sans offrir une autre sortie au stress ne fonctionnera pas longtemps. Trouver une autre réponse à l'émotion marcher, appeler quelqu'un, lire, faire quelque chose de manuel est plus efficace que la simple interdiction.
Et la cinquième chose, peut-être la plus importante, c'est de définir ce que vous voulez vraiment, pas en termes de produits, en termes de vie. Quand on a une vision claire de ce vers quoi on se dirige, un voyage, une sécurité, une liberté, un projet, chaque décision d'achat devient moins abstraite. L'arbitrage n'est plus entre cette veste et ses économies. Il devient entre cette vaste et ce que cette somme représente dans mon projet. C'est très différent, et c'est beaucoup plus puissant. Changer ses habitudes de consommation n'est pas une transformation du jour au lendemain. C'est une rééducation progressive, et comme toute rééducation, elle commence par la conscience avant de passer par le comportement. Vous ne vous battez pas contre vous-même. Vous apprenez à vous connaître. Vous apprenez à distinguer ce que vous désirez vraiment de ce qu'on vous a appris à désirer. Vous apprenez à reconnaître la différence entre un besoin qui vient de l'intérieur et une impulsion qui vient de l'extérieur. Ce n'est pas une privation, c'est une reprise de contrôle. Et cette reprise de contrôle, elle a une valeur que personne ne peut mettre en promotion. La vraie question n'est pas « est-ce que je me permets trop de choses ?» La vraie question est « est-ce que ce sont vraiment mes choix ?»